Mes chers amis, vous aviez éveillé ma curiosité, et là vous captez mon attention. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à l'énergie électrique. Pour introduire cette vidéo, observons l'animation suivante. On y voit une lampe reliée à une prise électrique. Et on peut remarquer des petits points jaunes qui se déplacent de la prise jusqu'à la lampe. La question que nous allons nous poser, c'est la suivante. Que représentent ces points jaunes? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord définir les différentes grandeurs électriques. Ensuite, nous verrons comment modéliser un générateur de tension. Et enfin, nous parlerons de la puissance et de l'énergie électrique. Que se passe-t-il dans un fil conducteur lorsqu'un courant électrique circule? Pour répondre à cette question, imaginons le circuit électrique suivant, constitué d'une pile, que vous voyez ici, avec ses deux bornes, plus et moins, une lampe ici et un interrupteur. Et donc ces trois dipôles, parce qu'ils ont deux pôles chaque fois, sont reliés par des fils métalliques. A priori, les fils métalliques sont en cuivre. Là, je fais apparaître ce qu'on appelle la circulation du courant électrique qui va de la borne plus à la borne moins. Et donc on le note I comme l'intensité que l'on verra après. Maintenant, imaginons que je puisse zoomer au niveau de ce fil ici, qui est entre l'interrupteur et la pile. Voilà ce que j'observerai. J'observerai les constituants du fil métallique, qui est ici en cuivre, donc j'observerai en bleu les atomes de cuivre. Sauf que vous voyez ici, il y a un plus. Pourquoi? Alors l'atome de cuivre, en son centre, il y a ce qu'on appelle le noyau, constitué notamment de protons qui sont chargés positivement, et autour de ce noyau vont graviter des électrons. L'atome de cuivre en a 29, et parmi ces 29 électrons, il y en a un qui va se détacher, qui ne va plus appartenir à l'atome. On va l'appeler un électron libre. L'électron étant chargé négativement, c'est le moins que vous voyez là, comme il est parti de l'atome, l'atome lui va être chargé positivement. Et les atomes, eux, sont figés dans ce qu'on appelle un réseau cristallin, et ces électrons vont se déplacer parce qu'ils vont être attirés par la borne plus de la pile. Donc ils vont se déplacer dans le sens inverse indiqué par ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. Donc ce que vous devez retenir, c'est que le courant électrique est dû à un déplacement de charge électrique dans les métaux. Ces charges électriques sont portées par les électrons libres. Ces électrons libres circulent dans le sens opposé au sens conventionnel du courant. Comment schématise-t-on un circuit électrique avec une pile et une lampe? Donc voici le schéma électrique de ce circuit-là, avec, vous l'avez reconnu ici, le symbole de la pile avec sa borne plus et sa borne moins. Ici, le symbole de la lampe et là, le symbole de l'interrupteur qui, tel qu'il est dessiné là, est fermé. S'il avait été ouvert, le segment qui est là aurait été légèrement ici décollé, montrant que le circuit n'était pas fermé. Et bien sûr, les fils de connexion vont relier ces trois dipôles, donc de là à là, de là à là et de là à là. Maintenant, la question que nous allons nous poser, c'est quelles sont les grandeurs électriques qui caractérisent ce circuit? En fait, il y en a deux. La première, c'est l'intensité, que l'on note I, et dont l'unité sera l'ampère, d'où ce A majuscule là. La deuxième est la tension qu'on verra juste après. L'intensité, c'est quoi? C'est le débit de charge électrique. Et on a vu juste avant que dans les métaux, les porteurs de charge électrique, ce sont les électrons libres. Il faut savoir que chaque électron va posséder une charge électrique en valeur absolue qui sera égale à E, ce qu'on appelle la charge élémentaire, et qui vaut 1,6 10-19 coulombs. Par rapport à la définition de l'intensité, là, on peut dire que I, c'est la quantité de charge électrique qui va passer pendant une durée donnée. C'est-à-dire, si je fais une mesure, quelle est la quantité de charge qui passe ici pendant 10 secondes. Et après, vous faites le rapport, donc ça revient à dire que l'intensité, c'est la quantité de charge électrique qui passe par seconde. Maintenant, je vais vous préciser les unités. Delta Q va s'exprimer en coulombs, delta T en secondes, et I, donc, ce sera des coulombs par seconde ou des ampères. Comment est-ce qu'on va symboliser donc cette intensité sur le schéma du circuit électrique? On va tracer une flèche sur le circuit électrique qui va de la borne plus à la borne moins, et vous mettez à côté le symbole I qui représente donc l'intensité. Ensuite, maintenant, si on cherche à mesurer cette intensité, on va utiliser pour cela un multimètre. Je vous le fais apparaître ici. Et ce multimètre, donc, il a plusieurs fonctions. Nous, on va utiliser la fonction ici ampère-mètre. C'est pour ça que le sélecteur sera dirigé vers la partie rose ici. Et pour que cet appareil puisse mesurer l'intensité du courant, il faut qu'il soit traversé par le courant. C'est pour ça qu'on dit qu'il monte en série. La borne de la lampe là va arriver dans la borne 10A ici du multimètre et ressortir par la borne comme là. Ainsi donc le courant va bien traverser le multimètre
et nous afficher ici l'intensité en ampères. Passons à la deuxième grandeur qui est la tension, symbolisée par la lettre U majuscule et entre parenthèses son unité c'est le volt symbolisé par la lettre V majuscule. La tension est définie ainsi, c'est une différence de potentiel électrique entre deux points du circuit. Les potentiels électriques correspondent à des états électriques du circuit. Donc voilà la formule qui est en lien avec la définition, c'est-à-dire que la tension UAB, c'est la différence de potentiel entre le point A et le point B. VA moins VB égale UAB. Alors pour bien le comprendre, on va l'appliquer à un circuit de nouveau avec une pile et une lampe. Ce qu'il faut savoir, c'est que un générateur de tension, lui, va générer justement cette différence de potentiel électrique. C'est-à-dire qu'il va créer à sa borne plus un potentiel électrique élevé. En fait, le potentiel en A sera ici haut et le potentiel en D sera bas. Donc il crée une différence de potentiel entre sa borne plus et sa borne moins. Par contre, le récepteur ici, donc la lampe, elle va utiliser cette différence de potentiel pour fonctionner. Donc elle va faire chuter le potentiel électrique. Du potentiel B, qui est un potentiel haut, on va se retrouver à un potentiel C bas. Et vous voyez qu'entre le point A et B, il n'y a pas de dipôle, il y a juste un fil de connexion. Donc on considère que toute cette partie-là se trouve à un potentiel haut. Et en bas, c'est l'inverse, entre la borne ici de la lampe et la borne moins de la pile, tous ces points sont à un potentiel électrique bas. Maintenant, je vais vous montrer comment on symbolise une tension sur un schéma d'un circuit électrique. On va utiliser de nouveau une flèche, mais cette fois-ci, contrairement à l'intensité, la flèche sera pas sur les fils de connexion, mais en parallèle. Voici le symbole de la tension aux bornes de la pile. Donc on note U, on met AD, et cette flèche, il faut toujours retenir qu'elle pointe, elle est dirigée vers le potentiel le plus haut. Donc ici, c'est le point A, donc ça c'est la tension positive, symbolisée ainsi, UAD. Maintenant, si je fais la même chose pour le récepteur, ça sera, la tension positive sera UBC, puisqu'on avait vu que le point B a un potentiel, est un potentiel haut, tandis que le point C, un potentiel bas. Comment est-ce qu'on mesure une tension ? On va utiliser de nouveau un multimètre, comme pour l'intensité, mais cette fois-ci, il va être réglé en voltmètre. Donc, je vous fais apparaître ici la photo du multimètre avec le sélecteur, vous voyez, dirigé vers la partie bleue là, qui correspond au voltmètre en continu. Donc, ce qu'on va faire ici. Et contrairement à l'ampèremètre, là, il va être monté en parallèle. Alors, pourquoi ? Si vous avez bien compris ça, c'est logique. C'est-à-dire que je vais utiliser les bornes V et COM, qui apparaissent ici dans le multimètre, ici dans le circuit. Donc, en fait, cette borne-là va mesurer le potentiel du point B et celle-là le potentiel électrique du point C. Et donc, il va nous afficher ici la différence de potentiel entre ces deux points, donc la tension. Maintenant, je vais faire le lien entre tension et intensité. Je vais vous faire apparaître la circulation du sens conventionnel du courant électrique, donc de la borne plus à la borne moins. Et ce que l'on note, c'est que vous voyez, pour un générateur, le symbole de la tension et le symbole d'intensité sont dans le même sens ici montant. Par contre, pour un récepteur, vous voyez, la tension est dans le sens montant, son symbole là, et l'intensité dans le sens descendant. Donc eux, ils sont de sens opposé. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Le générateur U et I sont dans le même sens, et pour un récepteur, U et I sont de sens opposé. Pour bien comprendre la différence entre tension et intensité, je vais faire ici une analogie. On va faire l'analogie entre un circuit hydraulique et un circuit électrique. Je vous fais apparaître ici le circuit électrique avec ses différents composants. Donc ici vous avez une pompe qui va permettre de faire monter l'eau du réservoir situé en bas ici jusqu'au réservoir situé en haut. Et en face vous avez ce qu'on appelle une roue qui va permettre d'utiliser la chute de l'eau pour transformer donc cette chute d'eau en une rotation de la roue. On va comparer ce circuit hydraulique à un circuit électrique et vous allez voir les analogies. Donc la pompe, vous voyez, c'est l'équivalent ici de notre pile. La pompe mettait en mouvement l'eau. Là, le générateur de tension, la pile, va mettre en mouvement les électrons libres. L'interrupteur, ce serait l'équivalent ici d'un robinet qui permettrait d'ouvrir et laisser tomber l'eau du réservoir en haut là. Et la lampe que nous avons ici, c'est l'équivalent de la roue qui est là. Alors maintenant, on va passer en revue les différentes grandeurs. Tout d'abord, nous allons parler du débit d'eau. On notera Q, et ce débit, il a pour unité des mètres cubes par seconde, donc c'est tant de mètres cubes qui passent à la seconde dans la tuyauterie. L'équivalent pour un circuit électrique, c'est l'intensité. L'intensité, qui s'exprime en coulombs par seconde ou en ampères, c'est la quantité de charge électrique qui passe par seconde. Là, je vais m'intéresser uniquement lorsque l'eau passe du point A au point B. Le point A se trouve à une certaine altitude, ZA, et le point B à une altitude beaucoup plus basse. Donc, ces altitudes, c'est l'équivalent du potentiel électrique pour le circuit électrique. C'est-à-dire que l'eau va passer d'une altitude élevée à une altitude basse. Et l'intensité du courant là, passe d'un potentiel élevé
à un potentiel bas. Et une fois qu'on a défini cette altitude pour le circuit hydraulique, on va définir maintenant la hauteur, qui est tout simplement la différence d'altitude. Et de la même façon, pour un circuit électrique, on va définir la tension, qui est une différence de potentiel électrique. Dit autrement, donc, dans un circuit électrique, le courant électrique circule de la borne plus à la borne moins, et on peut dire autrement, d'un potentiel électrique élevé à un potentiel électrique bas. C'est l'équivalent pour un circuit hydraulique en disant que le débit d'eau passe d'une altitude élevée à une altitude basse. Et ce qui permet de créer ce mouvement-là, donc c'est ce qu'on appelle des générateurs. Ici, c'est une pile qui va générer cette différence de potentiel. Et là, c'est la pompe qui permet de faire monter le liquide, donc donner l'altitude élevée au liquide situé en A. Qu'est-ce qu'un résistor et quel est son rôle? Bien comprendre ce qu'est un résistor, je vous fais apparaître deux exemples. Le premier, c'est ici, vous avez un chauffe-eau électrique. Et le composant qui va permettre d'apporter de l'énergie thermique à l'eau, c'est ce qu'on appelle le résistor que vous voyez représenté ici. Donc ce composant-là, son but, lui, il va nous permettre de chauffer l'eau. Maintenant, deuxième exemple de résistor, c'est des petits composants que l'on retrouve en électronique. Alors eux, ils vont dissiper un peu d'énergie thermique, mais ce n'est pas du tout leur rôle. On va les utiliser pour modifier une tension ou une intensité. Ce que vous devez retenir, c'est que tous les résistors vont être caractérisés par leur résistance, que l'on note R majuscule, et dont l'unité est l'ohm, que l'on note par la lettre Y oméga. Parfois, on appelle résistor résistance, mais vous voyez, moi j'ai volontairement distingué les deux noms. Résistance, c'est la grandeur qui caractérise le résistor. Voici le schéma d'un résistor, donc c'est un rectangle, il a toujours deux pôles, et là on fait apparaître la valeur de sa résistance que l'on note R. Maintenant, si je fais apparaître donc les symboles de l'intensité et de la tension, voilà comment on le représente. Donc si l'intensité circule en ce sens-là, forcément la tension sera symbolisée dans l'autre sens. On va appeler comme c'est un récepteur, U et I sont de sens opposés. Ce que vous devez savoir faire aussi, c'est représenter la caractéristique d'un résistor. Alors la caractéristique en électricité, c'est la représentation de la tension en fonction de l'intensité. Et pour un résistor, on obtient une fonction linéaire. C'est le trait rouge que vous voyez ici. Donc une droite qui passe par l'origine. Et donc si on le modélise, on retrouve cette expression-là. La tension est égale à la résistance fois l'intensité. Cette équation-là, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi d'Ohm? Elle nous dit que la tension est proportionnelle à l'intensité aux bornes d'un résistor. Je vous fais apparaître ces unités, la résistance en ohms, l'intensité en ampères, la tension en volts. Plus la résistance d'un résistor sera grande, plus le résistor va empêcher le passage du courant, ou dit autrement, résister au passage du courant, d'où ce mot de résistance. Qu'est-ce qu'un générateur idéal de tension? Je vous fais apparaître ici la photo d'un générateur idéal de tension. Nous avons ici les bornes du générateur, et là vous avez le sélecteur qui va permettre donc de sélectionner la tension qu'il y aura donc aux bornes ici du générateur. Voici son schéma. Donc si je fais apparaître l'intensité du courant qui va être débité par le générateur, donc elle sort par la borne plus et elle va revenir par la borne moins. Et maintenant si je fais apparaître le symbole de la tension borne générateur, donc c'est bien une flèche dans ce sens-là, puisque U et I doivent être dans le même sens pour un générateur. Maintenant je vais vous faire apparaître la caractéristique de ce générateur. Et donc si on la trace, on obtient ceci. En fait, la tension est constante, quelle que soit l'intensité débitée par le générateur. Donc on a cette tension E, par exemple ici donc le sélecteur est sur 4,5, donc E serait égal à 4,5 volts. Alors pour bien comprendre, imaginons que vous mettiez au bord du générateur une grande résistance. Donc qu'est-ce qu'on aurait? On aurait une petite intensité, mais toujours cette tension de 4,5 volts. Maintenant, si je diminue la résistance, je vais avoir plus d'intensité débitée par le générateur, donc je me retrouverai par exemple ici, mais la tension serait toujours égale à E. Donc pour un générateur idéal de tension, sa tension est constante. Donc dit autrement, un générateur idéal de tension délivre une tension constante à ses bornes. Comment modélise-t-on un générateur réel de tension? Donc je vous fais apparaître ici la photo d'une pile. En fait, une pile, c'est un générateur réel de tension. Et là, son schéma, ou son symbole, avec le sens de circulation du courant électrique, avec l'intensité, qui part de la borne plus et qui va revenir à la borne moins. Et si je fais apparaître la tension aux bornes du générateur réel de tension, elle est bien dans le même sens que I, donc tout va bien, c'est un générateur. Maintenant, je vais tracer la caractéristique d'un générateur réel de tension. Et contrairement à un générateur idéal,
on voit que la tension, elle, n'est plus constante là et qu'elle va diminuer au fur et à mesure que l'intensité augmente. Donc si je modélise cette fonction-là, j'obtiens donc une fonction cette fois-ci affine avec E, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, qui apparaît ici, moins R fois I. Alors le moins signifie que la tension décroît en fonction de l'intensité et R sera donc le coefficient directeur de cette droite-là. Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment on pourrait modéliser ce générateur réel de tension. Donc là, je refais apparaître ce qui était ici, mais je l'ai mis à l'horizontale. Et donc pour modéliser ce générateur réel de tension, je vais mettre deux composants en série. Là, je vais mettre un générateur idéal de tension en série avec un résistor caractérisé par une résistance petit r. Là, je vous fais apparaître les symboles. Donc tout d'abord de l'intensité qui part de la borne plus, qui reviendra à la borne moins. Et là, c'est le symbole de la tension aux bornes générateur idéal. Donc E et I sont dans le même sens. Et maintenant, je fais pareil pour cette résistance-là. Donc j'appelle R sa résistance. Et cette fois-ci, vous voyez que le symbole de la tension positive est dans le sens opposé à I. Donc c'est dans ce sens-là, le sens opposé à E. Donc maintenant, si j'exprime la tension aux bornes de l'ensemble de ces deux dipôles, j'ai bien U qui est égal à E, parce que vous voyez que U est dans le même sens que E. Par contre, j'ai moins RI là, parce que cette flèche est de sens opposé à l'expression de U que je veux obtenir ici. Donc je retrouve l'expression que j'avais ici. Alors maintenant, je vais vous préciser les termes. E, on va appeler ça la tension à vide. C'est la tension aux bornes du générateur réel de tension lorsque l'intensité est nulle. Et R, c'est ce qu'on appelle la résistance interne du générateur réel de tension. Donc dit autrement, un générateur réel peut être modélisé par un générateur idéal caractérisé par sa tension qui est constante, en série avec un résistor qui sera caractérisé par une résistance notée petit r. Quelle est l'expression de la puissance électrique? C'est une relation relativement simple. En fait, la puissance électrique, c'est le produit de la tension fois l'intensité. P égale U fois I. Donc, la tension s'exprime en volts, l'intensité en ampères et la puissance sera en watts. On va appliquer cette relation sur trois exemples. Tout d'abord, le générateur idéal de tension. Je vous fais apparaître ici son symbole ou sa représentation. Donc, un cercle avec un trait. Vous avez ici le sens de circulation de l'intensité du courant, du plus vers le moins, et là, le symbole de la tension aux bornes du générateur idéal. U et I sont dans le même sens, c'est normal, c'est un générateur. Donc maintenant, je vais exprimer la puissance électrique fournie par le générateur. C'est U fois I, il suffit juste de remplacer U par E, donc on a EI. Maintenant, passons à un résistor. Donc, je vous fais apparaître ici son symbole, donc le rectangle, j'ai fait apparaître la tension positive dans ce sens-là, donc ça veut dire que l'intensité forcément est dans l'autre sens. Et donc là, je vais exprimer non pas la puissance électrique fournie par le résistor, mais la puissance électrique absorbée par le résistor. C'est la même formule, U fois I, et là je remplace U par RI, et donc si je simplifie, ça me fait RI carré. Voici la puissance électrique donc absorbée par le résistor. Et pour finir, un troisième exemple qui va combiner les deux premiers, puisque là j'ai un générateur réel de tension, donc là je fais apparaître directement, rappelez le modèle qui était associé au générateur réel de tension, donc un générateur idéal en série avec un résistor de résistance petit r. Le courant circule de la borne plus à la borne moins, et je représente ici la tension aux bornes de ces deux dipôles, donc aux bornes du générateur réel de tension, et ça s'exprime ainsi, c'est E moins R fois I. Maintenant, je vais pouvoir exprimer la puissance électrique fournie par le générateur, donc c'est toujours U fois I, et je remplace U par E moins RI, donc ça me fait EI moins RI carré. Alors maintenant, on peut interpréter ceci. En fait, vous voyez la puissance d'un générateur réel de tension. On retrouve l'expression du générateur idéal. Donc ça, c'est bien la puissance qui est fournie par le générateur, mais il y a des pertes. Et les pertes sont dues au fait de la présence de résistance interne, donc qui va absorber une partie de la puissance qu'aurait fourni le générateur s'il avait été parfait. Quelle est l'expression d'un rendement d'un convertisseur? On notera par la lettre grecque eta le rendement d'un convertisseur. On va commencer par un premier exemple avec le résistor. Et je vais prendre une bouilloire électrique dont le but est de chauffer de l'eau par exemple grâce à la puissance électrique. Voici la photo d'un résistor, si on peut le voir au fond de la bouilloire ici. Donc ce résistor va recevoir une certaine puissance électrique, ce que veut dire la flèche là, et il va convertir cette puissance électrique en puissance thermique. Maintenant, si je définis le rendement, par définition, c'est la puissance utile sur la puissance absorbée. La puissance utile, c'est la puissance que doit nous fournir le convertisseur. Donc ici, c'est la puissance thermique, et la puissance absorbée, c'est la puissance électrique.
Et le résistor a cette particularité d'avoir un rendement de 100%. C'est-à-dire toute la puissance électrique qu'il absorbe, il va la transformer en une puissance utile, une puissance thermique. Deuxième exemple, une lampe. Donc même schéma, la lampe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle absorbe une puissance électrique qu'elle transforme en puissance lumineuse. Mais là, contrairement au résistor, il va y avoir des pertes sous forme thermique. Elle va légèrement chauffer, donc toute la puissance électrique ne va pas être convertie en puissance lumineuse. Donc le rendement, cette fois-ci, sera inférieur à 100%, puissance utile, puissance absorbée. Troisième exemple, un moteur. Par exemple, un ventilateur. Là, le moteur électrique, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit une certaine puissance électrique qu'il convertit en puissance mécanique. Il va faire tourner les pales ici. Et là, comme pour la lampe, il y aura une certaine partie de la puissance électrique qui va être évacuée sous forme de puissance thermique et donc perdue. Donc le rendement, comme pour la lampe, ne sera pas égal à 100%. Donc c'est la puissance mécanique sur la puissance électrique et il sera inférieur à 100%. Quel est le lien entre la variation d'énergie et la puissance? Pour répondre à cette question, je vais prendre l'exemple d'un micro-ondes. Donc un appareil que tout le monde utilise chez soi. Et imaginons que je veuille réchauffer de l'eau contenue dans un verre. Je place le verre dans le micro-ondes et je vais régler ici deux paramètres. Le premier, c'est la puissance. La puissance avec laquelle je vais chauffer mon eau contenue dans le verre. Le deuxième paramètre, c'est la durée du chauffage. Le résultat, donc le fait de chauffer l'eau contenue dans le verre, va dépendre de ces deux paramètres. Et tout le monde conçoit que plus la puissance sera grande, plus l'énergie reçue par l'eau sera grande, et plus la durée sera grande, plus l'énergie reçue par l'eau sera grande. Donc en fait, l'énergie que reçoit l'eau dans mon exemple là, c'est le produit de ces deux paramètres. Donc vous voyez, je peux l'écrire ainsi, la variation d'énergie qu'aura subi l'eau, c'est égal au produit de la puissance fois la durée. Alors si maintenant je m'intéresse à la puissance, je peux exprimer la puissance en disant que c'est le rapport de la variation d'énergie sur la variation de temps, donc sur la durée. Je vous fais apparaître ces unités, donc la variation d'énergie s'exprime en joules, la puissance en watts et la durée en secondes. Ce que l'on peut dire, c'est que la puissance correspond à la quantité d'énergie transférée pendant une seconde, c'est-à-dire au débit d'énergie. Pour terminer là-dessus, vous voyez que ça, ce sont les unités dites du système international, et je peux dire que d'après cette relation, un joule, c'est 1 watt fois une seconde. Alors maintenant, je vais m'intéresser à notre unité utilisée pour l'énergie qui s'appelle le kilowattheure, qui est notamment utilisée par les fournisseurs d'énergie électrique qui facturent aux gens, aux entreprises, quantité d'énergie exprimée en kilowattheure consommée. Comment est-ce que je passe du kilowattheure au joule? Il suffit de voir que, vous voyez, kilowattheure, c'est bien une unité d'énergie parce qu'en fait, c'est un produit d'une puissance par une durée. Si je veux exprimer ça en joules, en fait, il faut que je revienne avec les bonnes unités. C'est-à-dire que kilowatt, je vais l'exprimer en watts. Donc 1 kilowatt, c'est 1000 watts. Et la durée, qui est de 1 heure ici, il faut que je l'exprime en secondes. Donc ça nous fait 3600 secondes. Et donc le produit de 1000 fois 3600, ça nous fait 3,6 10 puissance 6 joules. Donc 1 kWh est égal à 3,6 10 puissance 6 joules. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Que représentent les points jaunes dans l'animation que vous voyez ici? Alors, pour répondre à la question, on va d'abord faire apparaître le schéma électrique correspondant à cette situation. Donc, j'ai remplacé la prise par un générateur de tension. L'interrupteur, c'est le petit bouton que vous voyez là, et donc la lampe qui est allumée. Alors, dans un premier temps, on pourrait se dire, peut-être qu'il s'agit des porteurs de charge. Donc, je fais apparaître dans un premier temps la symbolisation de l'intensité du courant électrique. Vous vous rappelez, c'est de la borne plus à la borne moins, symbolisé par la lettre I majuscule ici. Et ensuite, je vais apparaître les porteurs de charge, qui pour les métaux sont ce qu'on appelle les électrons libres et qui circulent dans le sens inverse du sens conventionnel du courant. Est-ce que les points jaunes représenteraient ces électrons libres? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que ces points jaunes partent de la prise, vont à la lampe, mais ne reviennent pas à la prise. Donc ils ne décrivent pas un circuit fermé. Donc ce ne sont pas les porteurs de charge. Donc de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de l'énergie électrique qui va bien du générateur, qui est ici la prise, jusqu'à la lampe. Et donc là, par contre, vous voyez bien que ça va dans un seul sens. Ça part du générateur et c'est reçu par le récepteur. Et le récepteur, qu'est-ce qu'il fait après lui? Il transforme cette énergie électrique en énergie lumineuse. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Une dernière chose, docteur. Quoi encore? Il est de coutume ici dans le Sud, lorsqu'on vient de conclure un accord, que les deux parties se serrent la main.